à tous et bienvenue dans Popeye, l'œil de la pop culture. Grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission spéciale. En effet, à l'occasion de la semaine d'atelier entre première et troisième année à l'école de journalisme de Nice, changement de chroniqueur, les premières années s'emparent du plateau pour cette première partie d'émission. Aujourd'hui, nous retrouvons Mathéo, Tururu, Jérémy et Louane sur le plateau. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça va super. En pleine forme. Parfait aussi. Eh bien écoutez, super, on va commencer dès à présent avec la première partie de l'émission What's Poppin'. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. Et pour inaugurer le bal, on va parler mode. Si je vous dis soirée extravagante, invités prestigieux, gala de charité ou encore couverture médiatique mondiale, comment ne pas penser au Met Gala ? Avec son lot de célébrités, l'événement est actuellement en proie à des polémiques. Tururu, que se passe-t-il exactement ? Eh bien, Monsef, comme chaque année au printemps, le Met Gala réunit à New York le gratin des stars mondiales, de la mode, de la musique et du cinéma. Petit rappel historique pour ceux qui ne le savent pas, il a été fondé en 1948. Il est à l'origine une collecte de fonds servant à financer le département mode du musée, le Costume Institute. Et tous les ans, un dress code est imposé aux invités. Mais alors quel est le thème de cette année ? Eh bien, pour l'édition 2023 du Met Gala, le thème est Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Anna Wintour, la coprésidente de l'événement, a souhaité rendre hommage au grand couturier et styliste allemand décédé. Il a traversé les époques et les plus grandes maisons de mode, en passant par Fendi, Chanel, Patou et sa propre marque. On s'attend alors à voir les pièces intemporelles de la maison Chanel, comme la veste en tweed, la marinière, le tailleur, les coupes romantiques et bien d'autres. Les invités pourront également s'appuyer sur le look iconique et très reconnaissable de Karl Lagerfeld, c'est-à-dire le noir et le blanc étant ses couleurs favorites, le costume, le col haut, les mitaines ou encore les lunettes de soleil. Un juste mélange entre tradition et innovation comme l'a souvent fait le célèbre styliste. Mais depuis l'annonce du thème, les réseaux sociaux sont en feu. Certaines célébrités n'hésitent pas à rappeler les propos grossophobes, misogynes et le culte de la maigreur soutenu par le créateur, quitte à se mettre l'industrie de la mode à dos. Pour l'actrice Jamila Jamil, ce choix serait des plus controversés. L'actrice a même qualifié le célèbre styliste de misogyne impitoyable, grossophobe. Un fashion faux pas donc qui vient s'additionner aux nombreuses controverses qui planent déjà autour de l'événement. Tout à fait, Monsef. Bien, justement, l'année dernière, c'est Kim Kardashian, accusée d'avoir abîmé la mythique robe de Marilyn Monroe. En arrivant sur le tapis rouge, elle a créé la surprise. En plus de cela, elle avait annoncé avoir perdu 7 kilos en seulement 3 semaines pour entrer dans cette fameuse robe. Des déclarations qui ont bien évidemment choqué plus d'une personne. Un régime drastique pour seulement quelques secondes de gloire sur le tapis rouge avant de troquer la vraie robe pour une contrefaçon. Vous l'aurez compris, le Met Gala a beau être un événement iconique mondial, il suscite de très nombreuses controverses. Alors, comme chaque année, attendez-vous à voir votre lot d'histoire au mois de mai prochain. Et on suivra cet événement avec grande attention. Merci beaucoup Tururu. On va dès à présent parler de cinéma. En mai prochain, un nouveau film est quasi certain de faire carton plein dans les salles. Louane nous en conte l'histoire. En effet, Monsef, la nouvelle The Boogeyman vous est-elle familière ? Pas du tout. Non. Du tout. Bien, il s'agit d'une nouvelle, autrement dit une histoire courte, écrite par le roi de l'horreur lui-même, Stephen King, en 1978. Et son adaptation sortira pour notre plus grand plaisir le 31 mai 2023 en salle. L'histoire met en scène Lester Billings, un père de famille qui va consulter le docteur Harper, un psychiatre, car il se sent coupable de la mort de ses 3 enfants. Officiellement mort de cause naturelle, Lester clame que les portes des chambres de ses enfants étaient sans aucun doute possible fermées, bien qu'il les ait retrouvées entr'ouvertes après leur mort. De plus, ses enfants auraient tous crié le mot « boogeyman » avant de rendre l'âme. Ici, dans l'adaptation, l'intrigue tournera autour de Sadie Harper et sa sœur, toutes les deux sous le choc de la mort de leur mère. Elles ne reçoivent malheureusement pas beaucoup de soutien de la part de leur père, Will, un thérapeute. Un jour, un patient vient toquer à sa porte lui demandant de l'aide, mais il laisse derrière lui une entité surnaturelle, terrifiante, qui s'attaque aux familles et se nourrit de leurs souffrances. Alors, fantasme cauchemardesque de familles traumatisées ou bien véritables monstres cachés dans leur placard ? La réponse à cette intrigue psychologique ne se trouve qu'en salle. Et qu'est-ce qui différencie cette adaptation des films d'épouvante classiques ? Eh bien, sachez que si vous êtes fatigué des méthodes clichés des films d'horreur, le réalisateur a fait le choix de s'éloigner des méthodes banales du genre les redondants screamers, en privilégiant par exemple les sous-entendus. De plus, le projet a été soumis à l'auteur qui a apporté sa bénédiction à la réalisation du projet.
Sans compter qu'une diffusion test a été réalisée en décembre et a obtenu de très bons résultats. 2 éléments donc très prometteurs quant au succès possible du film. Aussi, jusqu'ici, seulement quelques courts-métrages avaient été réalisés relatant l'histoire de ce terrifiant croque-mitaine, mais nous pourrons dorénavant savourer le génie de King au travers d'un véritable film réalisé par Rob Savage et produit par la société 21 Labs, se cachant derrière le succès de Stranger Things. It's been around forever. Hidden. In the dark. On peut donc vraiment s'attendre à un succès pour l'adaptation d'une œuvre qui à la base est littéraire. Bien sûr, car ce n'est pas la première fois que des livres ou des nouvelles sont adaptés au cinéma. Par exemple, les séries à succès telles que The Handmaid's Tale ou bien The Witcher sur Netflix et même Game of Thrones sur HBO sont des adaptations. C'est aussi le cas des iconiques Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Puis il n'est plus à démontrer que les adaptations cinématographiques des œuvres littéraires de Stephen King font fureur sur le grand écran, puisque nous avons tous déjà entendu parler du célèbre clown Ça ou bien de The Shining. Un succès donc d'ores et déjà garanti. Ce sera à vous de répondre à la question si votre esprit survit aux terribles manipulations que le roi de l'horreur adore nous faire subir. Alors, est-ce que Louane vous a convaincu de vous rendre dans les salles en mai prochain ? Complètement. Ouais, totalement. En tant que fan de films d'horreur, j'adhère tout de suite. Eh ben c'est parfait. D'ailleurs, on va continuer à parler de cinéma. Merci beaucoup, Louane. Dès à présent, Jérémy, vous allez nous présenter une personnalité déjà bien connue du grand public. Tout à fait, Monsef. Imaginez-vous Michael Jackson revenir sur vos écrans. Le roi de la pop va revenir, mais à travers son neveu. Jafar Jackson, 26 ans, va interpréter le rôle de son oncle dans un nouveau film de sa vie. Le film va s'appeler Michael et le tournage va débuter dès cette année. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment, mais une chose est sûre, les fans de Michael seront séduits à l'idée de voir son propre neveu à travers leur idole. Après avoir sorti son premier single en 2019 sous le nom de Got Me Singing, ayant cumulé plusieurs millions d'écoutes, Jafar Jackson va connaître 4 ans plus tard le monde du cinéma avec la sortie de ce film. Une manière d'explorer tous les aspects de la vie complexe du roi de la pop à travers Jafar, de ses débuts dans la musique jusqu'à sa mort en 2009. Un choix consciencieux donc de la part du réalisateur. Oui, bien évidemment, le réalisateur américain Antoine Fuqua juge un lien spirituel et une capacité naturelle de Jafar Jackson à imiter Michael, que ce soit dans sa voix, dans ses clips, mais aussi dans ses gestuels. Avant de vous le dire, pour le film, le réalisateur pourra envisager un carton plein. Et avons-nous justement plus d'informations concernant le tournage ? Pour le moment, nous n'en savons pas plus et sur la date de sortie et sur le lieu du tournage. Mais une chose est sûre, ce film sera animé par de grands noms du cinéma. Le scénario signé John Logan, 3 fois nominé aux Oscars, je vous le rappelle. À noter les présences de Graham King qui a déjà collaboré sur le film The Aviator de Martin Scorsese. Vous l'aurez compris, Michael s'annonce à la fois passionnant, mais aussi à la fois très émouvant. Le grand retour du roi de la pop. Merci beaucoup Jérémy. Ce retour devrait ravir un bon nombre de fans à travers la planète. Dès à présent, on va continuer avec vous, Mathéo. On va revenir en France avec vous pour les habitudes de concerts et festivals en tout genre. Vous nous avez concocté un petit résumé des événements à venir dans l'Hexagone. Oui, Monsef. Alors après Lady Gaga, Coldplay ou encore Indochine en 2022, plusieurs stars mondiales vont se produire en France en 2023. À Paris, Marseille ou encore Bordeaux, ils joueront dans les plus grands stades de l'Hexagone. Et justement, qui allons-nous retrouver sur scène ? Un casting 5 étoiles, parmi eux The Weeknd pour 5 dates, Beyoncé pour 2, mais aussi Metallica, Muse ou encore Imagine Dragons qui se produira notamment dans le parc du château de Chambord. Enfin, Elton John donnera en juin l'ultime concert de sa carrière dans la capitale. Et qu'en est-il de nos artistes français ? Ils sont bien évidemment au rendez-vous. Soprano se produira au Stade de France le 6 mai prochain. Mais la star la plus attendue, c'est Mylène Farmer. Elle a donné rendez-vous à ses fans entre le mois de mai et d'août pour une série de shows dans les plus grands stades du pays, mais aussi en Belgique et en Suisse. Et parmi ces artistes, certains vont-ils se produire sur la Côte d'Azur ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, cela a déjà commencé puisque Kalash Criminal s'est produit la semaine dernière au Palais Nicaïa. L'année dernière, le groupe Indochine avait battu tous les records d'affluence au Vélodrome avec près de 60 000 spectateurs pour sa tournée Central Tour, un record jamais égalé pour l'infrastructure en configuration de concert.
Reste à savoir si celui-ci sera battu avec le show de Beyoncé et ou Mylène Farmer dans la cité phocéenne cette année. Et enfin, je rajoute que The Weeknd se produira à l'Alliance Riviera de Nice le 22 juillet prochain, un concert déjà à guichet fermé. Bref, cette année marque une apothéose de concerts dans les plus grandes villes françaises. Et vous êtes donc prévenus, on risque d'avoir une année riche en rebondissements. Merci beaucoup Mathéo et merci à vous quatre pour cet exercice. Sans plus attendre, on va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission, le mini-débat. Et de retour avec l'équipe type, Ashraf, Caroline et Sofiane sont bien présents pour la suite de cette émission. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Ça va, merci. Très bien, merci. Ça va excellemment avec cette équipe de choc. Bah, forcément, comme d'habitude. Alors, pour enchaîner tout de suite avec le mini-débat, on va parler donc de la controverse du jour et ce sera autour du jeu vidéo. Vous le savez sûrement, mais au jour où nous tournons cette émission, c'est la sortie de Hogwarts Legacy, le jeu inspiré de la saga Harry Potter. Et avant même sa sortie, ce jeu il connaît forcément un succès fou, il fait beaucoup parler de lui, si bien qu'on s'attend à des chiffres records dès sa mise en vente. Mais si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour évoquer ses succès, mais bien la polémique grandissante qui l'entoure. Depuis quelques jours, le jeu vidéo fait face à une vague de rejet aux États-Unis après les positions considérées comme transphobes de J.K. Rowling, l'autrice créatrice du célèbre personnage de fiction. Alors forcément, les appels au boycott s'accumulent, bien que les développeurs aient expliqué ne pas partager les idées de l'autrice. Et justement, ils ont même intégré un personnage transgenre au jeu, mais rien n'y fait. Certains médias spécialisés s'acharnent sur l'œuvre. Alors, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Ce boycott, selon vous, est-il justifié ? Et globalement, vous êtes beaucoup à penser que non. Vous êtes plus de 80% à estimer que ces propos ne justifient pas de s'en prendre aux jeux vidéo. C'est le cas de Jonathan qui met l'accent sur le fait que les idéaux des développeurs vont dans le sens inverse de ceux de l'auteur et qu'ils font justement évoluer l'œuvre vers du positif. Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous poser une question un petit peu plus générale, mais qui revient sur ce débat autour du jeu. Faut-il, oui ou non, séparer l'œuvre de l'artiste ? Alors, bien qu'on puisse comprendre qu'il y ait des envies de boycott par rapport évidemment aux idées transphobes de J.K. Rowling, qui est l'autrice d'Harry Potter, il faut aussi comprendre que là, il s'agit d'un jeu vidéo, pas uniquement du livre. On peut comprendre qu'on veuille boycotter le livre qui a été écrit uniquement par J.K. Rowling et qui a été produit uniquement par sa personne. Mais là, on parle d'un jeu vidéo avec des équipes derrière, avec toute une équipe de production. Ça engage des centaines, voire des milliers de personnes. Donc évidemment, on ne peut pas résumer uniquement le jeu Hogwarts Legacy à J.K. Rowling. De ce fait, je trouve ça pas très logique de boycotter uniquement le jeu vidéo pour cette autrice-là, parce qu'au final, c'est pas l'autrice qui a designé le jeu vidéo. Par rapport au personnage transgenre qui a été intégré au début du jeu, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu noyer le poisson que d'avoir mis ça comme ça. C'est un choix qui a été fait par l'équipe aussi pour montrer justement qu'ils étaient contre ces idées de l'autrice. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a pas aidé en tout cas. Ça a enflammé les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui justement ont pointé du doigt cette idée parce que justement, comme vous le dites, ils considéraient que c'était noyer le poisson dans l'eau. Alors moi, je rejoins Sofiane personnellement. Oui, dans certains cas, il faut séparer l'œuvre de l'artiste, mais c'est surtout que là, ce jeu vidéo, il est énormément attendu. Et Hogwarts Legacy, déjà dans son alpha, tous les streamers Twitch avaient des clés pour pouvoir jouer avant la sortie. C'était déjà le jeu le plus streamé sur Twitch en une semaine. Ça a battu des records. Donc vous pensez vraiment qu'il y aura un boycott pour ce jeu-là qui est extrêmement attendu, surtout la franchise Harry Potter. Je pense qu'on le sait, c'est l'une des franchises les plus historiques de l'histoire, de la culture, franchement. Donc pour moi, boycotter, ça n'a aucun sens. Et pour le personnage transgenre, je pense que vraiment, ça a été une mauvaise idée pour moi. C'est plus qu'un bad buzz qu'autre chose. C'est vraiment, on met ça pour essayer de se dédouaner. Pour moi, il fallait juste même pas le mettre personnellement et laisser le jeu comme il était prévu, parce que c'est un jeu attendu, qualitatif, qui aura un beau rendu, et savoir mettre de côté, par exemple, l'auteur. Certes, l'auteur a peut-être participé, mais c'est pas lui qui a fait, entre guillemets, les plus gros travaux dans la construction de ce jeu-là. C'est peut-être un problème de timing aussi, le fait d'inclure justement ce personnage transgenre, pas de l'inclure, je pense pas que ce soit ça le problème, mais c'est surtout de mettre ça en avant juste après la polémique, parce que, comme on vient de le dire, ça met en avant une sorte, justement, comme s'ils essayaient de se dédouaner en disant, bah non, nous on n'est pas avec elle, on a un personnage transgenre, et on peut comprendre du coup que ça ait enflammé les réseaux. C'est ça. Tout a été dit, en gros. Je pense que
séparer l'œuvre de l'artiste, c'est un débat éternel. Là, en l'occurrence, si on décide de boycotter ce jeu, on boycotte tout Harry Potter. Oui. Tout ce qui est goodies, tout ce qui est référence. Et je trouve que ce n'est pas utile. Enfin, on l'a vu, c'est pas parce qu'un auteur s'exprime en dehors de son œuvre, rajoute des choses. Enfin, dans ce cas, on ne lit plus aucun auteur. Enfin, on l'avait déjà dit. Mais bon, hypocrisie ou non de l'inclusion de ce personnage transgenre, je sais pas. Moi, ce que je pense surtout, c'est que voilà, c'est un débat qui est assez inutile au final, puisque elle a juste été là pour vérifier que le monde était fidèle à celui qu'elle avait créé. C'est sa seule interaction avec les équipes du jeu vidéo. Donc, il y avait aussi le directeur artistique, il me semble, qui était dans l'équipe créative, qui avait eu des propos dérangeants, misogynes, il me semble, qui a été écarté en 2021. Et c'est pour ça que ça a pris du retard aussi, la sortie. Et donc, on a écarté ces gens qui étaient problématiques, mais derrière tout ça, il y a, voilà, comme disait Sofiane, une équipe, il y a un jeu vidéo de qualité qui va sortir. Et je pense que ceux qui boycottent n'ont pas conscience de la portée en fait de ce jeu vidéo qui n'est pas du tout l'œuvre de J.K. Rowling, mais seulement une inspiration de cet univers qu'on aime tous et que personne ne boycottera au final. Oui, c'est sûr. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a des milliers de fans qui attendent ce jeu vidéo. On l'a déjà vu, Ashraf, vous l'avez souligné. On a déjà des streamers qui font des millions de vues autour de la sortie de ce jeu vidéo qu'ils ont reçu en précommande. Merci à vous trois. Vos avis, c'était très tranché, très vif, mais ça rejoint justement ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et les retours que vous nous avez donnés. On enchaîne tout de suite avec la troisième partie de l'émission, la fameuse patte des chroniqueurs. C'est la patte des chroniqueurs, vous connaissez le principe. À chaque émission, Ashraf, Caroline et Sofiane reviennent sur des événements de l'actualité et les décryptent de la manière qui leur plaît. Coup de gueule, coup de cœur, une petite histoire, tout y passe. Alors aujourd'hui, on va commencer avec vous, Sofiane, puisque l'Empire Disney est en grande difficulté. L'année dernière, le cours en bourse de l'entreprise a chuté de 40%. Oui, 40%. Et les studios américains adoptent une stratégie particulière pour se relancer. Sofiane Baker nous explique tout ça. Et oui, Montsef, que serait votre enfance sans avoir vu Ratatouille, Le Roi Lion ou encore Le Livre de la Jungle? Très bonne question. Et justement, Disney va très mal en ce moment. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, le début des ennuis pour Disney a commencé en 2020, quand un certain Bob Chapek, et rappelez-vous de ce nom, est devenu PDG de Disney. Et donc, il va choisir d'orienter toute la stratégie marketing de Disney vers le streaming, et donc vers Disney+. Oui. Sauf que problème, 2 ans après, l'âge du streaming et l'âge d'or du streaming, c'est fini. La plateforme a perdu 2,4 millions d'abonnés fin 2022. Et là, attention, accrochez-vous bien, puisqu'on estime les pertes de Disney à entre 1 et 1,5 milliard de dollars tous les 3 mois. Bon, à titre de comparaison, ça équivaut environ à 180 € perdus par seconde. Là, par exemple, je parle depuis environ 40 secondes. Depuis que j'ai pris la parole, Disney a perdu 8 000 €. Ah, on parle donc d'une véritable crise, je pense que c'est le mot. Mais donc, qui va être le véritable sauveur de Disney dans cette affaire? Eh bien, l'heureux élu, ce sera Bob. Non pas Bob Chapek, qui s'était concentré uniquement sur le streaming, mais un certain Bob Iger, l'ancien PDG qui était en place avant Bob Chapek. Eh bien, il est revenu à son poste il y a quelques mois. Et donc, quelle va être la stratégie adoptée cette fois-ci pour sauver Disney? Alors, vous connaissez tous la phrase « on ne change pas une équipe qui gagne ». Et bien, c'est la phrase préférée de Bob Iger, qui a donc choisi de relancer toutes les licences à succès de Disney. Il a notamment annoncé un 3e opus de la Reine des Neiges. Pour ceux qui ont des petites cousines et des petites sœurs, bonne chance pour vous. Oh là là. Mais attention, là, mon chef, je sais que ça va vous faire plaisir, puisqu'il a également annoncé Toy Story 5. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est exceptionnel. Alors ça, c'est exceptionnel. Je serai le premier en salle. Vous pouvez en être certain. On imagine bien, vous allez prendre votre billet pour l'avant-première, c'est sûr. À l'avant-première, mais également toutes les séances qui seront en France. Je serai présent dans toutes les salles de cinéma de France. Retrouvez Monsef Arbadji. Exactement. Vous me retrouvez en tête d'affiche avant chaque séance. Bon, super. Bah écoutez, merci beaucoup, Sofiane. Bref, petit mot de la fin. Après, petit mot de la fin, puisque Bob Iger compte donc relancer Disney en s'appuyant sur les licences à succès. Mais attention quand même, je vous arrête là, il ne faut pas voir Bob Iger comme le Messi Disney, puisque comme ça a été annoncé hier, il a dû licencier plus de 7000 employés, Montsef. Inévitable pour faire des économies en période de crise. Ok, bah écoutez, on verra comment tout cela évolue, mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'avec Toy Story 5, ils vont récupérer tout leur argent grâce à moi. On leur souhaite. Je vous le garantis. Et merci beaucoup encore une fois, Sofiane. Maintenant, on passe en mode coup de gueule. Celui du jour est signé par Ashraf Benamina, qui est particulièrement remonté. En effet, le magazine Billboard a révélé son classement des 50 meilleurs rappeurs de l'histoire. Et on peut le dire, vous n'avez toujours pas digéré les résultats.
Non, mais sérieusement. Caroline, Monsef, Sophie. Venez, on se pose 2 minutes, même mes chers téléspectateurs, pour qu'on en parle. Le Billboard, l'hebdomadaire américain spécialisé dans l'industrie de la musique, du rap, ils ont fait donc un top 50. Oui. Ils sont censés être des pros dans ce domaine. Je vais juste vous donner là le top 10. Nicki Minaj en 10, Snoop Dogg en 9, Drake en 8, Lil Wayne 7e, Biggie en 6, Eminem en 5, Tupac 4e. Non mais faut arrêter de prendre la drogue. Tupac en 4e. On comprend votre position, hein, Ashraf. Et alors pour le trio de tête, hein, quel est le podium de ce fameux classement? Alors mesdames et messieurs, pour le top 3, on a Nas donc en 3e, Kendrick Lamar en 2 et donc Jay-Z en rappeur all-time. Bon, je vais essayer de garder mon calme pour analyser cette situation, mon chef. Analysons cette bouse. Clairement, je le dis, même si peut-être ce vocabulaire n'est pas approprié pour la télévision. Je vais commencer par le plus gros, comme ça c'est dit. Bon, attention, je ne dénigre pas les 50 rappeurs. Oui. C'est des dinosaures du rap, vraiment, ils ont révolutionné l'horaire. Tupac, 4e. Alors qu'il est considéré comme le meilleur all-time. C'est lui qui a apporté cette touche au rap. La nouvelle génération, fin 90, début années 2000, Eminem, 50, c'est lui qui les a influencés. Faut pas oublier ça quand même. Tupac, c'est le rap. On doit rendre ce qui est à Tupac. Comment, en écoutant sa discographie, juste Me Against the World et le double album All Eyes on Me, car oui, c'est le premier à faire un double album dans le rap, comment on peut avoir cet avis-là? J'enchaîne. Les avis des astros ne s'arrêtent pas là. Lil Wayne, 7e, alors que dans le classement, mesdames et messieurs, 50 Cent et Ice Cube sont 17 et 18e. Non, je n'ai pas les mots. Bah écoutez, pour les rappeurs les plus récents, alors le classement est-il tout aussi controversé? Ah oui, non mais il n'y a rien qui va. D'accord. Mesdames et messieurs, il n'y a rien qui va. Ce classement, source t'inquiète, est aberrant de A à Z. Mon sait. Les spectateurs vont me dire, oui, mais tu cites que les anciens. Je vais répondre à votre question. Regardez J. Cole. J. Cole, donc rappeur des années 2010, etc., qui a commencé en 2011. Il a pété en 2014, etc. D'ailleurs, son album en 2021 dit Off Season est une masterclass. Oui. Il est 15e. 15e. Enfin, je suis le seul choqué de... Non. Merci. Non, mais peut-être que je m'enflamme et que bon, voilà, sérieusement. Maintenant, Kanye West. Kanye West qui pour moi fait partie des meilleurs, clairement. Même s'il est dans une sauce béarnaise, voilà, il a énormément de casseroles. Il a des propos pas très, pas très judicieux et pas très intelligents, mais il mérite plus de respect pour sa carrière. Mais quand même, Kanye West, on ne doit pas oublier son impact. Rap, il a été 11e, classé 11e dans le classement. Quelque chose. Juste pour vous dire, Kanye West a fité avec la majorité, une grande partie des 50 rappeurs qui sont dans ce classement. Il les a tous lavés en featuring, majoritairement. Source Ashraf. Non mais source, peut-être moi, mais même quand je parle avec d'autres gens qui écoutent vraiment du rap ou Kanye West, ok, il dit n'importe quoi, mais Kanye West, c'est Kanye West quand même. Enfin, voilà. Maintenant, je tiens à préciser aussi que dans le top 50, sachez qu'il n'y a pas The Game, qu'il n'y a pas Nate Dogg, qu'il n'y a pas Travis Scott, qu'il n'y a pas Offset, aucun des Migos, et j'en passe, et d'autres. Vraiment, c'est bon. Bon, certes, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Le top 50, c'est normal, ça peut être objectif, même si c'est des pros du disque. Il y a toujours de la subjectivité quand même. Mais là, c'est vraiment aberrant, c'est inacceptable. Bon, bah, écoutez, merci. Difficile de faire des classements aussi. Mais bon. Merci beaucoup Ashraf pour cet édito. Je pense qu'on peut clairement qualifier cette chronique d'édito. J'étais énervé. En premier justement, Ashraf, Caroline et Sofiane. Ah mais moi je pense que ça se voit au niveau de ma chronique. Un petit top 3. Allez. Ah mais Tupac Amaru Shakur en 1 clairement. Après en 2 et 3 c'est dur. Ça dépend si on parle d'avis personnel ou ce qu'on considère comme étant les meilleurs rappeurs. Non, là, moi je suis contente que Kendrick Lamar il soit 2e. Je trouve que c'est mérité. Franchement, 2 et 3 c'est dur, mais Tupac pour moi doit être numéro 1. Non, et moi si je dois donner un avis purement subjectif à nouveau, j'ai un petit faible pour Drake quand même, j'aurais mis premier. Ok. Très subjectif. Oui. Maintenant, les goûts et les couleurs, ça ne se change pas. Merci beaucoup. Et clairement, c'est complètement subjectif. Nous ne sommes pas le Billboard ou encore Vibe, qui avait participé aussi à ce classement. Encore une fois, merci Ashraf. On va enchaîner tout de suite. Justement, vous nous avez fait donc un coup de gueule. Alors, Caroline se sent obligée de redonner du sourire sur ce plateau. Vous allez dès à présent nous présenter votre coup de cœur cinématographique du nom de Sans filtre ou Triangle of Sadness. Eh bien oui, mon Sef, c'est la Palme d'Or 2022 du Festival de Cannes. Alors, je suis un petit peu en retard, mais j'ai découvert ce film et je voulais absolument vous partager ça. Mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est ça. C'est donc une comédie satirique du franco-suédois Ruben Östlund. Il ne cache rien,
d'où le nom Sans filtre. Il ne cache rien de ce qu'est l'humain. C'est l'histoire de personnages qui sont entourés par la superficialité, dont on observe le comportement à travers une histoire qui est complètement folle et dérangeante. Le film, il se découpe en 3 parties. Je vais essayer de pas trop vous faire des spoilers. La première partie, qu'on pourrait appeler le couple, c'est Carl et Yaya, 2 mannequins qui n'arrivent plus à communiquer à cause de ce milieu dont ils sont complètement happés, le milieu du mannequinat. Et ils n'arrivent plus à s'entendre et on assiste à une véritable scène de ménage qui, on pourrait faire une dissertation sur cette scène, où c'est toute une première partie qui est très longue, très poignante, mais qui installe déjà les bases du film. Et c'est une première partie qui est pour moi essentielle. On a la deuxième partie on pourrait appeler le yacht. Là, ils s'embarquent pour une croisière tout frais payé sur un yacht avec des milliardaires des 4 coins du monde. L'ambiance est dès le départ vraiment, je vais dire malaisante, même si ça se dit pas, mais le mot est bien choisi. On a des lumières qui sont fades, on a une mouche qui va revenir plusieurs fois dans les scènes, comme pour symboliser l'odeur putride de ce monde où l'on trinque pour vendre de la merde, je cite. On vend de la merde ou des armes aux démocraties. On trinque, allez. Super. Je ne vais pas vous dévoiler le climax, mais un événement qui vient tout bouleverser et ça devient apocalyptique, et je pèse mes mots, apocalyptique. La troisième partie, l'île déserte, on retrouve les hommes à l'état de nature et on se rend compte que très vite, les futilités reviennent, malgré tout. Et après ce petit extrait à l'image, Caroline, pourquoi, en plus du scénario, nous devrions aller voir ce film? Pourquoi ce coup de cœur en particulier? Alors, je vous conseille déjà de ne pas regarder en entier la bande-annonce parce que ce serait vraiment dommage. Mais Monsef, pourquoi Sans filtre? Eh bien, pour ceux qui l'ont vu, c'est un petit peu comme Parasite, c'est une véritable révélation. On a des cadrages qui sont fantastiques. C'est une caricature du beau monde dont on expose toute la laideur, et, mais de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on a un rythme vraiment dans le film, ça s'installe, une ambiance qui est vraiment spéciale. On a aussi la bande-son qui accompagne très très bien le film. La dernière scène est carrément électrisante pour ceux qui la verront. Et je trouve que, comme quoi, on n'est pas obligé pour faire une caricature, une dénonciation sociale, de faire des choses tristes. Eh bien, on ira se faire notre propre avis. Hein. Merci beaucoup, Caroline. Ashraf, Sofiane. Donc, Caroline vous propose une petite invitation. J'accepte volontiers. Ouais, j'irai juste pour voir la petite mouche là, de malaise. C'est ce qui a retenu tout particulièrement notre attention. Oui, c'est vraiment la mouche. Vous essayerez de la repérer, hein, c'est pas facile. Ah, on fera attention. Merci beaucoup à vous 3. Et on va enchaîner tout de suite avec la 4e et dernière partie de l'émission, le jeu de la rédac. Et le jeu de la rédac, le fameux aujourd'hui, pour ce petit jeu, hein, comme d'habitude, vous allez vous affronter tous les 3 et donc le vainqueur repartira avec... Rien du tout. Merci Ashraf de suivre. Hein, j'ai pas répondu parce que j'ose espérer un jour, il va vraiment y avoir un cadeau. J'espère. Bah, continuez d'espérer, c'est pas mal. On va du coup enchaîner tout de suite. Alors, c'est simple pour ce jeu, ça va être un test de rapidité, tout simplement. Vous avez tous les 3 un petit livre ou manga disposé devant votre micro. En tout, je vais vous poser 8 questions d'actualité ou non, mais en lien avec la pop culture. C'est simple, vous devez répondre le plus rapidement possible. Et pour ce faire, vous devez vous saisir du livre ou du manga qui se trouve en face de vous. Le premier à le faire a le droit de réponse. 1 point par question. Et ça va aller très, très vite. Ok, j'espère que vous êtes prêts. C'est bon ? C'est bon. Allez, super. Alors, on enchaîne tout de suite. Première question. Pour quelle raison Valérie Pécresse a posé un coup de gueule il y a 2 jours ? Concert de Beyoncé ? Exactement, le concert de Beyoncé, hein, justement, qui a dû être annulé en raison de travaux. Ça fait déjà 1 point pour Caroline. Et sans plus attendre, on enchaîne tout de suite. Combien d'employés a licencié l'entreprise Disney ? 7000. Oui, 7000, hein, c'était le sujet de votre chronique. Il y a une petite aide. Non, mais écoutez, moi je prépare les questions. Effectivement, je vous donnerai vos 5 € tout à l'heure, mon test. Merci. Si vous aviez suivi la chronique de Sofiane, vous auriez pu répondre vite. Ce n'est pas de la triche. Alors, dans quel pays maintenant Marvel a-t-il fait son retour dans les salles après des années d'absence ? La Chine. Oui, bien joué Ashraf, ça fait 1 partout pour le moment. Tout de suite, quel artiste a récemment décidé de lancer sa carrière en solo ?
Big Flo, Oli. Oui. Big Flo. Big Flo. C'est Oli. C'est Oli. Ah, C'est Oli. c'est Oli. Ah, vous avez répondu Big Flo. Big Flo. C'est Oli. On n'a pas le droit de réponse là. Non, Big Flo. C'est Oli, non? C'est Big Flo. C'est Oli. Attention, petit débat Il va sur le falloir plateau. une Est-ce vérification. qu'on peut avoir une petite vérification C'est en Big Flo. régie? C'est Post-prod. S Big On va Flo, dire- S C'est Oli. Big Flo. Moi, je Si le- confonds nous avons- toujours les deux. Après, c'est personnellement, le hein. présentateur est censé avoir la réponse. Hein, Oui, mais le problème, c'est qu'après 20 ans d'expérience et de vie, hein, tout simplement, je ne sais toujours pas qui est Big Flo, qui est Oli. C'est Big Flo. Donc c'est problématique. C'est hein. Big Flo. C'est Ah. Big Flo. Donc, C'est Big Flo. My bad. Ashraf, My bad. Mais en plus, dans ma Gentil, tête, toi. je me disais que c'était Big Flo, mais Ashraf On sait m'a que c'était induit Oli. en erreur. Moins C'est un ma point pour Ashraf. Non, je rigole. 2 Ouais, points. ok, ça fait Non, 2 points pour Caroline. Caroline et 1 point pour les deux autres. Alors, tout de suite, une sortie cinéma du moment. Bah, Astérix et Obélix. Bien joué, Ashraf, ça fait un J'avais on point. pas a dit une compris que sortie. c'était une Ah, Il est question, sorti il y a moi. quelques jours quand même. J'ai hein. pas Il est compris que sorti il y a c'était une quelques question. jours. D'ailleurs, vous pouvez retrouver J'ai pas la compris. vidéo Il est sur sorti il y a Popeye. quelques jours. Du moment, je pense que ça parle. Et effectivement, petit instant promo, on en parle sur les réseaux sociaux de Popeye. Point bonus pour Ashraf, ça fait donc 3, 2 et 1. À l'effigie de quelle personne. Tu as 2 points? Il en a Vous deux avez aussi. deux points. Des points bonus, Oui, écoute. je viens Non, de pas vous de donner points un bonus. Point bonus promo. Il a un point bonus, c'est le présentateur qui fait les règles. À l'effigie de quel personnage un parc d'attractions a-t-il ouvert ses portes aux États-Unis? Ah, je sais plus. C'est un jeu vidéo japonais qui est très connu de tous. Naruto. Non. Mario. Un jeu vidéo, oui, Mario, Ashraf, 4 points Voilà. pour Ashraf qui s'envole hein, et qui part en tête. Il reste 2 questions. Hein, Sofiane, vous avez perdu d'office. Quel Effectivement. célèbre couturier nous a quitté la semaine dernière? Très connu. J'ai Si peur je de vous dis que dire son nom une. commence par un P. Vous avez un droit de réponse, hein, ce n'est pas répréhensible si vous avez une petite hésitation. P. Si je vous dis Paco, Paco Rabanne. les deux en même temps. Punaise, Et, c'est vrai et oui, C'est non, vrai, là, c'est là vrai. par J'avais totalement contre, zappé, c'est c'est vrai que- complètement scandaleux hein, d'avoir oublié eh bien, le départ. Hein, Même de avec ce Paco, il fameux a pas couturier. trouvé. Si, je l'avais, mais j'étais moins rapide. Ah, en plus, Paco Rabanne, très grosse franchise aussi, même dans les produits cosmétiques ou quoi. Exactement. Paix à son âme. Exactement, ce sera 0,5 points chacun, vu que vous avez répondu Ouais. exactement en même temps. Donc ça fait 4,5 pour Ashraf et 2,5 pour Caroline. Alors, dernière question, avec quel club de football le célèbre basketteur LeBron James a-t-il Liverpool. réalisé une collaboration? Liverpool, le fameux. Voilà, une nouvelle collection qui a donc été... Il n'y a eu aucun révélée avantage pour il y a moi 2 jours. dans ce jeu. C'est-à-dire aucun avantage. On l'a avantagé. Moi, je pense que. Mais Et la traditionnelle mauvaise foi de Caroline, Voilà, puisque la qui victoire refait revient ça. à Ashraf. Félicitations Ashraf pour cette magnifique victoire. Merci beaucoup Ashraf, hein, vous pouvez être fier. C'est votre première Bravo. victoire. sur Première le plateau. victoire. Vous l'avez Merci. bien mérité. merci. Voilà, on en a dès à présent fini hein, avec cette émission et avec ce petit jeu de la rédac perdu, je le rappelle, par Caroline Méric. On va tout de suite donc conclure. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Popeye.